Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce ZCL avec quelques petites minutes de retard. Il y aura notre volonté. Aujourd'hui, on est lundi 15 janvier. Et puis, bonjour Keïssa. Bonjour Jean. Notre invité du jour, Madame Yann Marraine, est présent. On aura bien sûr Madame Gervelas qui nous parlera du bénévolat. Et puis, on terminera avec la rubrique coaching. Mais peu avant, voyons les titres, Keïssa, de l'actualité de ce week-end et d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, Jean, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui en prenant l'avion pour Paris. Nous parlerons loi indivision. Nous parlerons d'une éventuelle proposition du député Serge Letchimy, une idée qui pourrait bien mettre fin au problème de l'indivision dans les Outre-mer. Nous en saurons davantage dans la suite du journal. Par la suite, nous poursuivrons avec la région Guadeloupe qui organise une grande opération d'information sur le programme de développement rural de la Guadeloupe. À cette occasion, le cyberbus de la région a commencé à se déplacer et devrait donc se rendre dans 15 communes. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec une ambiance carnavalesque animée par le célèbre groupe Akio. À cet effet, Teddy Riner a participé au déboulé du groupe dans lequel il fait maintenant partie. C'était hier soir et c'était à Pointe-à-Pitre. Mais pour l'heure, nous recevons Yann Marraine. C'est une chanteuse comédienne. On la reçoit tout de suite avec chant. Oui, avec Yann Marraine, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation du ZCL. Alors, bonjour. Yann Marraine, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes qui ? Je dirige, bonjour d'abord. Je dirige et merci, ça c'est très théâtral, merci de m'avoir invité. Je dirige un espace à Pointe-à-Pitre, une sorte de laboratoire où on explore la voix, un laboratoire d'exploration de la voix humaine. On va appeler ça pompeusement comme ça, mais j'enseigne les techniques vocales depuis 5 ans. Mais indépendamment de ça, je viens du théâtre, je viens du chant. Et donc ici, c'est le 19 et le 20, ça va être une première pour moi puisque je n'ai jamais créé d'œuvre en Guadeloupe. Et c'était aussi une attente de mes élèves et des personnes avec qui je travaille depuis bientôt 5 ans. Et donc c'est là. Yann Marraine, aujourd'hui, qui veut peut faire du théâtre, qui veut peut faire de la comédie? Est-ce qu'il y a un profil recherché? Est-ce qu'on peut avoir un profil? Il faut avoir un profil exact? Le profil, c'est celui du travail et celui du talent. Il y a quelqu'un qui a du talent, mais un grand professeur de théâtre disait sans le travail, le talent n'est qu'une mauvaise habitude. Donc, du talent, mais une capacité à travailler, surtout. Juste avant de venir sur l'œuvre, avec vos élèves, vous faites quel type de travail faites-vous avec eux? Alors les élèves, les publics sont tellement divers parce je suis arrivée ici avec un concept d'exploration de la voix humaine. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça ne voulait rien dire pour personne parce que bon, les gens ils parlent depuis qu'ils sont tout petits, ils commencent à apprendre les premiers gestes, les premières choses que l'on fait, on apprend à parler avec les parents. Cela dit, lorsqu'on veut faire de la voix un métier. Par exemple, on veut être journaliste, on veut être professeur des écoles, on veut être comédien, chanteur. Ça, c'est autre chose. Il vaut mieux connaître l'outil voix pour s'en servir et au mieux. Justement, cet outil voix, quelqu'un qui débute, quelqu'un qui vient vous voir, quels sont les premiers gestes, quels sont les premiers sens pédagogiques que vous avez développés? Premier geste, vérifier où on en est avec la respiration. Travailler la respiration. Ensuite, on a l'habitude de dire, et j'aime le dire, la voix elle a 5 composantes. Et il faut s'appuyer vraiment sur ces 5 composantes, ne jamais les dissocier. C'est-à-dire le corps dans son ensemble, la voix, la production vocale engage tout le corps. Donc, ce corps dans son ensemble. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le souffle. Tout le monde sait ce que c'est, le prana, le ki, le souffle en français. Il y a ensuite ce que vous appelez l'espace laryngé. Donc c'est tout l'appareil phonateur et c'est l'étude du larynx, vraiment qui produit le son. Et ensuite, vous avez une composante à laquelle personne ne pense. C'est les os qui font office de résonateur. Donc travailler l'anatomie, travailler
tout ce qui est physiologique, et il y a la composante qui nous pourrit la vie, c'est le mental, que nous appelons la police des frontières. Ah, j'ai envie de chanter, mais tu comprends, mon père m'a toujours dit, c'était pas bien, mes profs m'ont vraiment traumatisé, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la police des frontières. Donc on doit jouer avec toutes ces composantes, on doit jouer avec la personne, son histoire, son environnement, on doit jouer avec tout. Donc c'est un geste singulier. Sans cette police des frontières, en combien de temps on peut arriver à améliorer sa voix? Ça, c'est une question d'adulte, ça. Un enfant ne me poserait jamais la question parce que nous sommes pressés. Justement, ça fait partie de la police des frontières. Être juste, accepter de chercher. Et la composante sur laquelle repose mon travail, c'est cette composante qui représente les parts d'ombre que nous avons à l'intérieur de nous, celles qui nous ont bien perturbé notre histoire, etc., et les parts de lumière. Dans la voix, on reconnaît tout cela, et ce qui fait qu'on a une voix efficace, c'est une voix accordée. Entre ces deux parties que nous avons en nous tous, il y a une sorte de vide au milieu, il y a les parts d'ombre, nous pouvons tous être monstrueusement monstrueux, et nous pouvons être tous lumineusement lumineux. Entre ces deux parts dans laquelle nous travaillons, nous artistes, c'est cet espace, c'est le vide. C'est l'espace de transformation. Et donc, la voix humaine, c'est ça. C'est pour moi l'outil idéal, c'est un espace de transformation immédiat. Et cet espace de transformation immédiat, en travaillant, on peut l'améliorer. Oh que oui, oh que oui. D'un individu à l'autre, ça peut aller très rapide. Bien sûr, vous commencez à être un bon élève, j'ai envie de vous accueillir sur mon plateau. C'est extraordinaire, c'est singulier. Donc, même dans un travail collectif, un travail de groupe, il faut tenir compte de la personne, de sa timidité, de son environnement. Si vous venez de Basse-Terre, sans rire, si vous venez de Basse-Terre ou de la région forestière du côté de Pointe-Noire et que je travaille avec des gens de Pointe-des-Châteaux... Ça peut influer. Oh que oui, la voix, elle répond, c'est normal. Votre environnement, si vous habitez les forêts touffues du Cameroun, par exemple, avec toutes ces polyphonies pygmées que vous avez entendues et certainement adorées, avec les Apmama, par exemple, c'est pas pour faire joli, c'est ce qu'elles entendent du monde. Si vous habitez une région du Sahel, par exemple, les grands espaces avec du sable, la voix résonne avec votre géographie et elle résonne aussi avec votre histoire. Donc, il faut tenir compte de toutes ces composantes et c'est ce qui fait que ce travail est passionnant. C'est vraiment, le geste vocal est quelque chose de singulier. Singulier qui répond à tout ça. Qui répond à tout ça. Vous accueillez tout type de public Tout type de public. Du lundi au vendredi Tout type de public. Sur nos ateliers, nous avons des ateliers permanents 2 fois par semaine dans mon espace à Pointe-à-Pitre, ce que nous appelons notre petit laboratoire. Et nous avons également des actions spécifiques commandées, soit par l'Éducation nationale, soit par des groupes, soit par des individus eux-mêmes. Donc ça navigue entre... Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, le Moule. Yann Marraine, alors nous sommes ici pour parler de cette comédie théâtrale que vous allez faire pour la première fois. Ça va être vendredi, c'est ça? Vendredi et samedi à l'Archipel. Ce sera vendredi, c'est la première. Et donc, il y a une date supplémentaire le samedi. Cette pièce s'appelle Travers. Travers, c'est quoi alors? Alors, Travers, c'est... ce qui nous est resté en travers de notre histoire, ce que nous n'avons pas digéré. On ne va pas révéler nous n'allons pas révéler tout le spectacle, mais c'est le fruit de plus de 30 ans de recherche sur la voix humaine, justement, sur l'inscription des traumatismes dans les voix et dans les corps. Donc, j'ai dû parcourir un certain chemin de l'Amérique du Nord, du Sud, à l'océan Indien, c'est-à-dire toutes les terres à coton et canne à sucre, à la recherche des sonorités des chants traditionnels et des chants sacrés des gens ces chants sacrés et ces chants traditionnels sont des espaces qui contiennent toute la spiritualité, qui contiennent aussi vraiment, il n'y a aucune tricherie, ce sont des espaces qui contiennent toute la mémoire. Et donc, j'ai entamé une recherche dans les années 80
sur les voies de la Shoah, les voies de l'esclavage, puis après c'est venu les voies des dictatures. Et donc c'est un petit peu l'aboutissement de cette recherche, parce que comme tout le monde, j'ai tourné autour de la Guadeloupe et autour de la Martinique, c'est mon lieu d'origine, mais il a fallu aller passer de l'autre côté, ailleurs, pour revenir ici. Et donc, à la faveur d'une très belle rencontre, mon metteur en scène dit que les spectacles se font tout seuls. J'ai rencontré donc deux personnes qui font partie de l'autre composante de mon histoire. Il est slovène, il est européen, elle est chilienne, elle est américaine. Moi, je suis justement, et nous nous occupons tous les trois. Nous avons ce chemin commun qui est l'exploration de la voix humaine. Et ils ont des disciplines complètement différentes de la mienne. Sacho Volmeyer, qui est slovène, étant un pianiste, c'est sa façon de s'exprimer, mais il a parallèlement un souci d'apporter du soin au dire des autres aussi. Daniela Molina Castro, qui est aussi une personne assez extraordinaire, elle est dramaturge, elle est écrivain, elle est danseuse, elle est chanteuse, et elle porte un soin tout particulier à apprendre aux autres à soigner leur dire. Elle aussi, elle a une histoire qui ressemble à la nôtre, et moi qui suis comédienne, chanteuse, et donc je travaille avec ces gens. Et ce spectacle, c'était une opportunité, il s'est fait tout seul. Et cette mosaïque, vous avez trouvé le dénominateur commun, tous, c'est la voix. Oui. Et ça a été facile à mettre en musique, ça a été facile à imbriquer. Pas facile, comme toute chose. L'ingénierie artistique d'une œuvre, elle est comme l'ingénierie administrative aussi. Donc il a fallu se rencontrer, écrire. L'écriture, c'est juste ces périodes de rencontre. Ensuite, répéter, faire des petits bouts de résidence, de réflexion. Et puis la mise en commun, c'est l'heure de vérité. Depuis le 9, nous sommes donc en cours de finalisation de nos différentes résidences sur ce sujet. Donc le fond de la pièce, qui est une série de témoignages, le résultat d'un parcours, mais comment on met le résultat d'un parcours individuel en scène pour intéresser les gens, ou pour témoigner, ou pour apporter quelque chose à la collectivité. Il faut que ça soit un projet artistique. Et donc ce projet artistique, on y arrive. C'est Daniela Molina Castro qui nous a mis tout ce travail dans une dramaturgie, je dirais, rigoureuse. Quand je dis rigoureuse, ce n'est pas un cadre rigide, mais il fallait de la dramaturgie pour que nous ne tombions pas dans le pathos, parce que chaque fois que nous parlons de mémoire, on a la tendance, c'est de basculer d'un côté ou de l'autre. Il nous fallait vraiment tout l'art de quelqu'un qui s'y connaît vraiment en dramaturgie pour nous aider à mettre cela dans une boîte acceptable. Pour ceux et celles qui souhaitent voir cette comédie théâtrale, c'est vendredi, vous avez dit, à l'Archipel? Vendredi, 20h, samedi, 20h. Ensuite, nous avons adopté un format pour notre séjour en Guadeloupe. D'abord 2 dates à l'Archipel, ensuite une conférence rencontre toujours sur le même sujet, l'inscription, comment aller au-delà des traumatismes. Nous allons donc rencontrer Léna Blou le 23 autour de cette même thématique, comment donner une forme artistique à son histoire. Elle qui le fait si bien avec le Big D, nous allons parler voix tous les trois, et nous allons donner un espace à Léna Blou pour croiser nos regards sur nos travaux respectifs. Et ensuite, nous avons une masterclass géante à Moule le 23, toute la journée. Et le 26, ça sera le final à Sonis. À Sonis. Voilà. Le prix de cette comédie théâtrale à l'Archipel, c'est de combien? Le tarif? J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on nous accueille. C'est l'Archipel, elle a sa politique de prix. Et je suppose qu'ici, on connaît. Très intéressant, cette comédie, cette comédie que vous allez dresser à l'Archipel. Ça va être ce vendredi avec plusieurs rendez-vous. On reviendra dans ce ZCL avec ces différents rendez-vous. Et puis, au niveau des ateliers, si vous accueillez dans votre laboratoire du lundi au vendredi, oui. Je passerai faire un tour. Est-ce que je peux rectifier? Ce n'est pas une comédie.
Pour autant, ce n'est pas une tragédie non plus. Alors, elle a déjà eu lieu, on est plutôt dans la post-tragédie. Post-stratégie. Alors, on vous remercie, Madame Yann Marine, d'être venue sur le plateau du ZCL pour présenter ces différentes manifestations. Et puis, on vous souhaite du succès. Et puis, vous reviendrez quand vous voulez, dès que vous avez, bien sûr, des événements. Est-ce que je peux remercier notre production? Oui, très rapidement. Très rapidement. Oui. Je remercie beaucoup Madame Sandrine Trésor, qui est notre attachée de production et qui fait un travail magnifique. Et mes collaborateurs, Daniela Molina Castro, Sacho Volmeyer, que je salue, et surtout notre fidèle Chris Cobral, qui va nous accompagner aussi sur scène et qui est présente depuis 2012, date de mon arrivée ici en Guadeloupe. Merci à vous. Au revoir. Enfin, merci Madame Yann Marine d'être venue sur le plateau de ZTL en développement des titres. Keïssa. On continue avec notre premier sujet qui, comme je vous le disais, un titre, une proposition du député Serge Letchimy. Elle pourrait bien mettre fin au problème de l'indivision dans les Outre-mer. Cela pourrait régler des problèmes de succession bloqués parfois faute d'accord entre les héritiers. Cette loi sera débattue en séance publique ce jeudi à l'Assemblée nationale. Serge Letchimy, député de Martinique, au micro de Maurice Cessé. A été voté à l'unanimité lors de la réunion de la commission des lois, c'est déjà de bon augure. C'est une très bonne chose. En fait, il faut peut-être simplement expliquer les choses. Aujourd'hui, pour prendre un exemple clair que nous connaissons bien, c'est le cas de la Martinique, mais ce texte concerne l'ensemble de l'outre-mer. 40% des terres martiniquaises, des propriétés privées martiniquaises, sont en indivision. Et quand on prend un exemple plus précis qui est l'exemple de la commune de Macouba, on a 83%. Ça veut dire que les marges de manœuvre de la commune sur une dynamique de réappropriation des biens privés pour la reconstruction, pour l'amélioration, se jouent sur 17% du patrimoine. Donc, et c'est comme ça dans l'outre-mer. À part la Réunion, c'est un petit peu moins élevé. Ça veut dire que 40 à 50% de personnes ne peuvent pas jouir de leurs biens correctement parce que c'est bloqué par une initiative. En gros, il faut savoir que pour une sortie de l'indivision, pour organiser la succession, il faut que la règle de l'unanimité soit respectée. C'est-à-dire, c'est ni 100 moun, c'est 100 moun. Si ni 10 moun, c'est 10 moun. Bon, si une personne se tait ou une personne conteste, le projet est bloqué. Il faut passer par une procédure judiciaire qui peut durer 2, 5, 10, 15, 20, 30 ans. Donc, c'est à la fois respecter le droit de propriété de chacun, mais c'est en même temps, pour celui qui bloque ou qui ne se manifeste pas, léser ceux qui veulent aussi user de leurs biens, faire usage de leurs biens. Nous avons donc proposé de ramener pendant une période de 10 ans, de 100% à 51%. Je dis bien pendant une période de 10 ans, simplement parce que nous avons souhaité que ce ne soit pas versé dans le cadre inconstitutionnel et garder et respecter le droit de propriété en soi. Et à partir du moment qu'on a 51%, le notaire pourra établir l'acte qui permet d'utiliser le bien soit pour la vente, soit pour le partage, parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous pouvez partager, une famille se partage le bien, et en gros, les gens se décident de vendre le bien. Bien sûr, il fallait aussi respecter l'information des autres et la possibilité pour les minoritaires, c'est-à-dire les 42%, de pouvoir saisir le tribunal. Ça, c'est garanti dans le texte. Ça va nous sortir d'une situation catastrophique. Est-ce que vous avez, quand vous vous baladez en Guadeloupe ou à la Martinique, vous constatez quoi? Un très beau pays, mais avec quoi? Des bâtiments abandonnés, zèbres en lait, tôles à l'envers, squattés, des rats, toute espèce de moustiques Aedes aegypti ou chikungunya, etc. Une situation inacceptable, quoi. Et voilà, il est 13h05. Nous vous souhaitons bon appétit pour ceux qui sont à table. Nous le rappelons, vous nous regardez en direct du ZCL et nous écoutez en direct de C10FM, mais aussi de Radio Haute Tension. Tout à l'heure, nous devrions recevoir Gervais Zélateur et Germain Chico-Marsin. Ce sera tout à l'heure après la pub. De retour sur le plateau du ZCL. Un rappel des titres avec Kéissa Sorbabel. Oui, bien sûr.
Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui en prenant l'avion pour Paris. Nous avons parlé d'une loi d'indivision. Nous avons parlé d'une éventuelle proposition du député Serge Letchimy, une idée qui pourrait bien mettre fin au problème de l'indivision dans les Outre-mer. Nous en avons vu davantage dans la suite du journal. Puis nous poursuivrons avec la région Guadeloupe qui organise une grande opération d'information sur le programme de développement rural en Guadeloupe. À cette occasion, le cyberbus de la région a commencé à se déplacer et devrait donc se rendre dans 15 communes. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec une ambiance carnavalesque animée par le célèbre groupe Akio. À cet effet, Teddy Riner a participé au déboulé du groupe dans lequel il fait maintenant partie. C'était hier soir à Pointe-à-Pitre. Mais on continue avec l'interview et Jean. Oui, de retour sur ce plateau avec nos invités, Madame Gervaise Zélateur et Madame Chico Marcin. On va parler du bénévolat. Aujourd'hui, bénévole, est-ce qu'on pourrait se dire qu'un bénévole, c'est celui qui donne de son temps libre pour se consacrer à une activité qui n'est pas rémunérée au service des autres? Non, ça peut... Oui, c'est déjà une première définition. Alors, être un bénévole, c'est quoi alors? Être un bénévole, c'est ce que vous avez dit, de pouvoir donner de son temps. Mais le plus souvent, le bénévole, il est dans l'ombre. Il fonctionne dans l'ombre, on ne sait pas. On le voit, il fonctionne. Et puis, c'est après, le résultat, la somme, c'est que l'activité qu'il fait, dans laquelle on le voit régulièrement, est-ce rémunérée ou pas? Et c'est là que le bénévolat est, parce que beaucoup de personnes donnent de leur temps sans compter, juste pour contribuer à mettre cette société, si vous voulez, à la faire plus viable, à la rendre plus joyeuse, en apportant une note de lumière, gaieté, tout ce que vous voudrez d'agréable dans la vie des personnes qui peuvent souvent être malades, isolées. Mais pas seulement cela, il y a aussi les jeunes. Parce que accompagner un jeune, par exemple, en milieu carcéral, pour mettre en place un projet d'insertion sociale, professionnelle, parce que vous sentez qu'il en a besoin, il vous l'a dit, mais il n'y a personne qui vous finance pour ce gros travail que vous aurez à faire. Moi, je vous assure que c'est une très belle acte en bénévolat. Et il y en a encore, aller dans les hôpitaux, lire un journal pour quelqu'un, aller chez une personne âgée. Maintenant, on n'arrache plus les cheveux blancs parce qu'on a les teintures, on va chez la coiffeuse, on se fait une teinture. Mais avant, moi je sais que quand j'ai commencé mes premiers bénévolats, parce que pour arriver à aujourd'hui, à 40 ans de bénévolat, je suis allée chercher dans ma vie. Quand j'ai commencé cette action qui était de pouvoir donner de mon temps sans attendre rien en retour, et j'ai trouvé que c'était quand j'avais 12 ans déjà, j'allais chez une dame âgée et je lui arrachais des cheveux blancs et je lui fait des courses aussi à la boutique. Madame Zélateur, dans ces 40 ans que vous avez consacré au bénévolat et vous allez encore continuer, j'espère, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué dans ces 40 ans que vous consacrez aux autres sans l'intérêt financier? Ça ne m'a pas marqué, dans la mesure où quand j'y vais, je n'attends rien. Mais après, ce que je retiens, c'est de la plus petite action jusqu'à la plus grande action. Et quand vous retracez tout ça, c'est comme si vous étiez en train de mettre sur papier un organigramme. Et c'est ce qui fait la joie, c'est ça qui vous donne du bonheur quand vous avez vu... Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai découvert que j'avais 40 ans de bénévolat. Parce que dans toute ma vie... Vous n'avez pas... Vous donnez, vous êtes... Ah si. Et les gens me connaissent dans ça. Je donne, je ne compte pas. Quand quelqu'un vient me voir, je ne lui donne pas bon, je ne lui réponds pas. Tout ce que tu me racontes là, as-tu un projet pour ça? As-tu un projet? As-tu un budget pour ça? Non. Et puis, de plus en plus, et puis c'est dans tout, ça dépend dans les domaines. Moi, je suis dans tous les domaines, j'interviens dans le domaine social, j'interviens dans d'autres domaines encore, même sur les lieux de mon travail. Je rencontre des personnes, après, qui me consultent, comme si j'étais un consultant, hein, qui me prend du temps pour me demander une information qui peut-être n'a rien à voir avec la raison pour laquelle je les rencontre.
Et je me fais un plaisir de pouvoir les guider, les accompagner, les orienter. Et souvent, après, je n'ai même pas les retours. Hein. Mais c'est bien des années plus tard que je rencontre ces personnes. Ça peut être à la poste, dans le bus, à Pointe-à-Pitre, n'importe où. Et ils me disent, ah, moi je vous reconnais, merci, vous m'aviez dit telle chose, telle chose, telle chose. Ah, je vous remercie parce que vraiment, voilà, j'ai réussi. Madame Zelator, est-ce qu'il y a suffisamment de bénévoles en Guadeloupe? Il n'y en aura jamais assez et nulle part dans le monde. Parce que le monde a besoin de bénévoles. Partout, quel que soit l'endroit où vous allez, le plus petit geste que vous allez faire, c'est comme si c'était une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan du bénévolat. Il y a une journée mondiale, hein, le 5 décembre, c'est ça? Le 5 décembre, ça a commencé et ça s'est poursuivi jusqu'à dimanche 21. Où je vais laisser la parole à Madame la déléguée. Chico Martin, donc cette journée, elle est reconnue, hein, même au niveau des organisations internationales, comme journée mondiale du bénévolat. Une journée qui se fête en Guadeloupe que vous... Alors, déjà, il faut reconnaître que le gouvernement, depuis 1995, a reconnu que l'action, le travail que faisaient les bénévoles n'était pas reconnu. Donc, ils ont voulu absolument donner leur mérite à tous ces gens qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas payés, qui donnent de leur temps. Et à ce moment-là, ils ont fait la journée mondiale du bénévolat, où j'ai eu l'occasion de participer à l'hôtel de ville de Paris en 2011, avec toute une caravane dans tous les pays. Et dans ces colloques-là, on nous faisait comprendre la nécessité de développer le bénévolat, la nécessité encore de faire comprendre que le bénévolat, c'est l'épanouissement même de l'homme. Ce n'est pas le mercantilisme, ce n'est pas l'argent, mais c'est tout d'abord le plaisir d'offrir, de faire, d'aider. Et ce qui peut, de toute façon, quand on revient en Guadeloupe, je le répète sans cesse, notre cher petit papillon a été conçu et développé sur la base du bénévolat, puisque nous n'avions rien. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes qui volontairement qui viennent vous voir et qui vous disent que je veux être bénévole, ou vous constatez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont bénévoles dans divers... Je vais vous dire, c'est tout d'abord, c'est inné chez le jeune. Si c'est inné en lui, il viendra. Mais dans la mesure où on nous a donné l'habitude maintenant d'avoir tout sans jamais s'y forcer, tout est basé sur le mercantilisme, c'est l'argent, c'est combien je te donne, combien tu me donnes, de sorte que il y a un travail à faire. Et c'est ainsi que le gouvernement a compris qu'il faut mettre en valeur ces gens-là par une assurance, parce qu'il faut savoir, quand on est bénévole et on est inscrit dans un cercle ou une fondation, eh bien, systématiquement, vous êtes pris en charge vos actions bénévoles. Si vous avez, pas pour vous payer, mais si vous avez un accident et tout ça, à ce moment-là, vous pouvez être pris dans le cadre de votre mission de bénévole. En Guadeloupe maintenant, il y a, enfin, moi j'ai été nommée, parce que c'est une délégation, nommée déléguée interrégionale pour la région Guyane, Martinique et Guadeloupe, de façon à véritablement promouvoir cette action d'épanouissement. Et c'est ainsi que le 5 décembre, nous marquons cette journée, tout d'abord par les élèves, et c'est dommage que j'avais pourtant envoyé une invitation le 5 décembre dernier pour la journée des élèves, et nous retrouvons nos élèves, nos enfants, qui au fait de l'actualité présentent des scénettes. Exemple, ils ont présenté, d'ailleurs ça nous a fait rire, beaucoup énormément l'eau. J'ai beaucoup apprécié le petit qui dit, quand on dit en Guadeloupe, pas ni de l'eau, capesté, en ce monde capesté, pas ni de l'eau, capesté. Alors là, il fallait voir ça. D'autres ont présenté des chants, des sketchs, bien entendu. Et là, cette matinée des enfants est animée par un poète. Cette année, l'année dernière, c'était la poétesse Sonia Catalan. Cette année, ça a été monsieur Henri Bistoquet. Et d'ailleurs, donc à partir de là, les enfants comprenaient. D'ailleurs aussi, je vais vous rappeler, l'année dernière, ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand l'élève, je crois, de Louis Delgrès aux Abîmes, du Gazon Abîmes, l'enfant a présenté la CMU.
Non. Comment tu fais? Oui, comment tu fais pour... Alors, comment? Alors, il y avait une qui était médecin et l'autre qui était patient. Et ça permet aux enfants, donc on arrive à leur faire comprendre qu'en Guadeloupe, que nous n'avons rien, et que c'est à partir du bénévolat que nos pionniers ont développé et qui nous a permis d'avoir la sécurité sociale en 1949 et maintenant la CMU que tout le monde peut prétendre. Keïssa, Et donc oui, Madame Chico-Marcin, très brièvement et très rapidement, statistiquement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle tranche d'âge en général fait le plus de bénévolat? Alors, en particulier les personnes âgées, dès qu'ils sont potentes, qu'ils ont la possibilité, ils ne sont pas dépendantes, ils sont autonomes, en majorité les personnes âgées. Et d'ailleurs, c'est un modèle, un exemple. Parce que quand je fais des réunions, j'explique aux jeunes, ces pionniers-là, ils n'avaient pas les moyens. Eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient? Un petit 2 francs 50 de la quinzaine de cannes. Mais il y avait ce système où on leur faisait faire 3 bourses en toile de farine. Alors, il y a une petite bourse, on met l'argent pour donner, pour aider, pour aller voir les gens, comme Madame Diateur expliqué à l'hôpital. Moi, petite fille, j'ai eu l'occasion d'aller coiffer les personnes âgées dans les, parce qu'à l'époque c'était la période des LACO. Dans les LACO, ma marraine m'envoyait m'occuper des personnes âgées. C'était toujours du bénévolat. Donc j'explique à ces enfants-là que les aînés s'en vont, mais vous êtes la relève, donc vous devez tout faire pour pouvoir faire développer davantage encore le bénévolat. D'où les journées que nous organisons. Et ces journées Ces journées que vous organisez, il y aura une récompense qui sera donnée aux bénévoles? Alors nous terminons par la remise de ce qu'on appelle la remise des mérites bénévoles le 21 janvier où nous avions 33 récipiendaires. Et sur quels critères ces récipiendaires sont reconnus? Alors il faut faire un dossier puisque le SEC national au niveau de la métropole me demande en ma qualité de délégué interrégional de présenter un dossier. Le dossier doit être suivi, je dois aller sur place vérifier, parce que vous savez très bien, il y a des fois la MIDAMI, on fait avoir des médailles, donc le cercle national pour eux, ils veulent que ce soit du concret. Être sûr, la déléguée doit savoir si effectivement la personne fréquente un établissement, fait du bénévolat en réalité. À ce moment-là, on présente le dossier et comme il y a des échelons, junior pour les enfants, bronze, argent, or et vermeil, ce qui nous a permis d'avoir en Guadeloupe nos 32 récipiendaires pour la Guadeloupe. Et donc nous avions 7 vermeils, 12 or, 8 argent, enfin un junior et peut-être 4 ou 5 bronzes que nous aurons à remettre ces mérites-là le 21 janvier. Le 21 janvier à quelle heure? Alors à partir de 10h30. Merci Madame Gervaise Zélateur et Madame Chico-Marcin pour d'être venues aux ZCL et puis bien sûr pour parler du bénévolat et puis promotionner un peu le bénévolat, donner du temps aux autres pour bien sûr l'épanouissement. Il faut définir que c'est une action gratuite, d'accord, qui va en avant de l'intérêt, c'est une action gratuite qui va tout d'abord à l'intérêt général pour effacer totalement l'intérêt particulier. Merci Madame Chico-Marcin, on vient bien imprégné, Keïssa, sur le bénévolat. À la suite avec vous pour le développement des îles. Revenons à l'actualité. Et comme je vous le disais également en titre, à compter d'aujourd'hui, la région Guadeloupe organise une grande opération d'information sur le programme de développement rural de la Guadeloupe. À cette occasion, le cyberbus de la région a commencé à se déplacer et devrait donc se rendre dans 15 communes de la Guadeloupe et des îles du Sud. Une opération qui débute dès aujourd'hui et prendra fin d'ici le 14 mars prochain. Nous sommes donc partis sur les lieux, les images avec Stanley Manicor. Vous le savez, le conseil régional est l'autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural. Et il était vraiment important pour nous de venir dans chaque commune pour apporter l'information au plus proche de chaque territoire et au plus proche de nos citoyens. Les agriculteurs n'ont pas forcément le temps ni la possibilité de se déplacer à Basse-Terre, donc nous venons au-devant d'eux pour leur apporter vraiment le plus simplement possible les informations dont ils ont besoin pour qu'ils puissent profiter de ce fonds européen qui est là pour eux, pour leurs projets et pour développer leurs investissements.
l'appellation 2014-2020, elle n'est pas vraiment correcte puisqu'en fait les programmes ont été adoptés fin 2015 et sont vraiment opérationnels depuis 2016 et vont se poursuivre jusqu'en 2022. Donc en fait aujourd'hui on est dans la première partie en fait de la possibilité d'utiliser ce fonds. Le FEADER c'est d'abord pour les professionnels agricoles. Donc nous on est là pour apporter le maximum d'informations, les aider à construire un petit peu leur projet, à finaliser et puis surtout à pouvoir déposer leur demande d'aide, leur dossier de demande d'aide. Donc si vous voulez, nous on souhaite faire cette opération depuis un certain temps. Le problème c'est que bon, le programme a été adopté assez tardivement. Il y a eu un certain nombre de problèmes qui font que donc aujourd'hui on a décidé de faire un programme sur l'ensemble des communes, une quinzaine de communes déjà. Et on pense à l'issue de ces opérations que nous allons recevoir le maximum d'informations, le maximum de dossiers. Je travaille dans l'agriculture et comme j'ai su que le Cyberbus venait par rapport au projet FEADER qu'il y a, et il y a quelques projets au niveau de notre société, je suis venue pour prendre des renseignements. Au niveau des projets en cours sur la société, et j'ai eu les réponses à mes questions. Et du coup, je repars avec tous les formulaires de demande. Et voilà. Oui, c'est une bonne initiative parce que quand même, se dire qu'il faut se déplacer, arriver jusqu'à Basse-Terre pour avoir des renseignements, bien qu'on va dire maintenant tout est dématérialisé, il y a Internet, il y a etc. Mais le contact humain est toujours assez important quand même. Alors, ils vont pouvoir les aider dans leur installation, dans leur modernisation, dans leur achat de matériel. Ils sont aussi là pour aider le secteur agricole, mais aussi le secteur agroalimentaire, mais également pour développer les services de base en milieu rural. Exactement, puisque le Fonds européen agricole est aussi là pour soutenir les agriculteurs après des problèmes de calamité. Et voilà en ce qui concerne le sujet des fonds européens 2014-2020, opération Cyberbus. Il faut savoir que la région Guadeloupe souhaite augmenter le nombre de porteurs de projets et permettre l'accès au financement au titre du FEDER, ce qui permettrait de favoriser le développement des zones rurales, agricoles, agroalimentaires, mais aussi forestières. Rappelons tout de même que le FEDER dispose en Guadeloupe d'une enveloppe de 171 millions d'euros pour la période 2014-2020. Et on continue avec un vernissage. Partons maintenant pour Goyave. À l'occasion du vernissage Ombre et Lumière, 14 artistes ont répondu à la thématique du contraste d'après un texte de Simone Schwartz-Bartz, propriétaire de la Maison des Illustres. Le reportage avec Chris Kevimani. C'est une soirée organisée par le collectif et des plasticiens guadeloupéens qui m'ont simplement demander à moi et au maire de Goyave la possibilité d'investir les lieux pour une exposition collective. Donc il y a des sculptures, il y a des tableaux, il y a des graphes, il y a des performeurs, il y a vraiment une espèce d'ambiance bouillonnante d'artistes qui est tellement propice, si vous voulez, à réveiller cette maison, à lui apporter toute l'énergie de la jeunesse et tout leur talent. Ce sont des jeunes qui sont passionnés, ce sont des jeunes qui ont un talent extraordinaire et qui l'offrent au public ce soir. Et c'est cela que nous présentons dans la Maison des Illustres avec tout ce collectif. C'est bien parti, hein. À la base, on peut dire que c'est un petit succès dans la mesure où il y a vraiment beaucoup de monde. On a mis du cœur à l'ouvrage parce qu'il a fallu remettre en état pas mal de parties de la maison et poser les toiles, etc. Mais grâce à l'initiative de Caliard, de Rudy, de Fabrice, de Damien et une équipe d'inconditionnels, on en est là. Il a commencé à 19h, il y a encore beaucoup de monde. Les pièces sont exposées, elles sont appréciées. Tout se passe bien, tu vois. Nous-mêmes, on ne dirait pas étonnés, mais on est contents du déroulement de la soirée, quoi. Alors on est sur vraiment beaucoup de sortes de médiums en fait. Vous avez de la sculpture, vous avez des plasticiens, du graphe. Donc dans les plasticiens, il y a de la peinture, il y a de l'art visuel. On a de la sculpture comme a fait Damien. Enfin,
vraiment différentes choses, et différentes choses à apprécier. En tout cas, il y en a pour tous les goûts et je pense que chacun y repartira avec un petit bout d'expo dans son cœur. Bon, c'est un public assez varié, assez riche dans la mesure où j'ai pour habitude de faire des expos. Il y a beaucoup de gens que je ne vois pas d'habitude dans mes expos, dans des expos. Donc il y a de ça d'intéressant aussi quelque part. C'est-à-dire que le lieu chez Simone Schwarzbach, ça permet de démocratiser quelque part l'art et de permettre à un plus grand nombre d'avoir accès. Et voilà, il est 13h30. On continue tout à l'heure avec notre chroniqueuse, mais on se retrouve après la pub. Il est 13h36, on continue avec l'actualité. 2018 sera une année exceptionnelle pour le sport guadeloupéen. C'est pour cela que la cérémonie des TSG 2017 a eu lieu ce vendredi 12 janvier 2018 au Memorial Act. Un événement annuel de remise de récompenses des meilleurs sportifs de l'année 2017. Ça a été l'occasion de se projeter vers les Jeux de l'Amérique centrale et de la Caraïbe à Barranquilla du 19 juillet au 3 août prochain. Elle récompensera comme chaque année les sportifs par le bien des trophées suivants, à savoir prix sport éducation, prix Éloi Forestin, bourse Félix Eboué, personnalité sportive de l'année, meilleur jeune sportif et meilleur sportif. Sans plus tarder, voyons le reportage. Donc nous organisons pour la 39e fois la soirée de récompense aux meilleurs sportifs de l'année. Et cette année, toujours avec la formule Wallouké, nous avons voulu choisir un lieu symbolique, le Memorial Act, parce que c'est une année spéciale avec les 40 ans de la Route du Roi, mais également aussi pour les sportifs guadeloupéens qui vont participer pour la première fois aux Jeux de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Donc c'est pour nous le cross une façon d'envoyer un message clair sur comment préparer cet avenir et souhaiter bonne chance à l'ensemble des sportifs guadeloupéens. Non, je pense que nous pouvons être fiers car ce jour même nous avons Teddy Riner qui a été 10 fois champion du monde. Nous avons eu des filles guadeloupéennes qui ont participé brillamment à l'épopée de l'équipe de France de handball et au-delà. Et à côté de cela, nous avons quand même eu dans la Caraïbe, au niveau national aussi, de bonnes performances. Donc voilà, nous voulons envoyer un message clair maintenant aux jeunes sportifs, c'est de poursuivre leur effort et à ceux qui n'ont pas encore commencé la pratique sportive de viser donc l'excellence et de pratiquer le sport, notamment pour défendre les couleurs de la Guadeloupe. Je pense que nous avons fait, c'est un bon vivier pour nous, et nous espérons que cette année ça sera de meilleurs résultats que l'année dernière. Et je vous le disais également en titre, double champion olympique, 10 fois champion du monde, Teddy Riner ne resta pas pour autant indifférent à son île natale, en effet très attaché à sa Guadeloupe, alors que le carnaval 2018 vient tout juste d'éclore. Il y a de ça quelques jours, Riner a participé au déboulé d'hier dans les rues de Pointe-à-Pitre. Il se trouvait avec le célèbre groupe de carnaval Akio, dont il est désormais l'un des membres. C'est un honneur pour lui, a expliqué le grand champion. Rappelons que le groupe Akio avait accueilli Teddy Riner en musique à son arrivée vendredi dernier à l'aéroport. Les images avec Karma Vidéo.
continue le ZCL avec Muriel Jean-Jacques qui va nous expliquer comment réussir ses résolutions du nouvel an et être plus productif, mais avant, générique. De retour sur le plateau de ZZL avec notre chroniqueuse Muriel Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Jean. Bienvenue pour cette nouvelle année. Alors pour cette nouvelle année, tu proposes aux téléspectateurs, aux auditeurs de la C10FM d'RHT Guadeloupe quoi pour les résolutions de la bonne année 2018? Alors tout d'abord, ma question pour les auditeurs. Bonjour à tous, bonne année puisque je viens de commencer ma chronique avec vous. Ma question pour vous, c'est avez-vous fait une liste de résolutions pour 2018? Alors sûrement vous avez fait ça en fin d'année ou en début d'année. J'ai une de mes clientes qui m'a dit qu'elle a écrit sa liste, elle a mis dans une enveloppe l'année dernière, mais cette année elle s'est rendue compte qu'elle avait juste rien fait. Alors aujourd'hui je trouvais que c'était intéressant d'en parler un petit peu, de voir un petit peu comment, pourquoi justement nous n'arrivons pas à finalement suivre nos résolutions de nouvelle année et puis comment être beaucoup plus productif pour la nouvelle année qui commence 2018. Alors c'est vrai que avec le monde qui va vite, on est très occupé, on court à gauche et à droite, parfois on a l'impression d'être partout et nulle part finalement avec les réseaux sociaux et nous pensons qu'avec les nouvelles technologies, les nouvelles applications, on va être plus en contrôle de nos agendas et on s'aperçoit que finalement non, on n'arrive pas forcément à suivre nos agendas, à suivre nos objectifs et suivre nos résolutions de nouvelle année. Alors on va voir ça ensemble aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas à les résolutions qu'on se fixe? On se dit, mais bon, cette année, on va faire ci, on va faire ça. C'est un manque de temps? Qu'est-ce qui fait une mauvaise organisation? Alors en fait, je ne dirais pas que c'est un manque de temps parce qu'on a tous la même banque de temps. Hein. On a 24 heures chaque jour, tout le monde. Alors non, c'est plutôt le fait que parfois certaines personnes basent tout sur la volonté. Alors elles se disent, j'aurai la volonté de pouvoir tenir toute l'année, ou si je me donne un objectif sportif ou de bien-être ou même professionnel, hein, on se dit par ma seule volonté j'y arriverai et on se rend compte que finalement la volonté elle n'est pas si longue que ça. On veut la pousser mais en réalité c'est plus se donner des nouvelles habitudes, changer les anciennes habitudes pour les remplacer par des nouvelles et puis aussi se rendre compte que l'absence de planification nous nuit parce qu'effectivement des gens se fixent des objectifs, c'est pas planifié. Alors on a vu au niveau scientifique que lorsque on planifie, on écrit, c'est déjà 40% de chances de réussir ce qu'on a planifié. Alors c'est ça qui fait un petit peu la différence. Et les astuces? Les astuces, il y a une étude en fait, il y a des astuces. Alors je voulais juste ajouter avant de parler des astuces, c'est qu'il y a une étude en plus qui a été menée par une équipe du groupe du docteur Norcross. Donc c'est une équipe de psychologues à l'université de Scranton aux États-Unis qui a montré que en suivant 200 personnes sur une période de 2 ans, a démontré que seuls 19% de ces personnes réussissaient justement à aller au bout de ces résolutions. Alors c'est carrément 10%, donc c'est vraiment peu. Alors donc les astuces pour répondre à Jean, je vais en présenter 4. Alors la première, c'est faire un bilan. Alors vous avez souvent entendu ça, mais on le dit, mais on le fait jamais. Alors, faire un bilan, c'est quoi? C'est pas juste voir les mauvaises choses qu'on a faites durant 2017, ce qu'on n'a pas accompli, mais c'est plus commencer par les bonnes choses, voir toutes les belles choses qu'on a accomplies durant l'année, ne pas nous minimiser parce que souvent on se dit oh mais c'est rien, c'est trivial parce qu'on est déjà passé à autre chose, mais vraiment voir toutes nos réussites, voir également les actions qu'on devait mener et qui finalement n'ont pas abouti complètement, et puis voir un peu les choses qu'on a laissées de côté. Et puis là, ça va nous permettre en fait d'amorcer un plan d'action pour 2018, c'est-à-dire nous réconforter par rapport à nos réussites et puis se dire les choses qui sont restées inachevées, essayer vraiment de les compléter peut-être en début d'année et puis ensuite se lancer sur la suite des objectifs qu'on s'est fixés pour 2018. Et ça se fait
petit à petit. Exactement. Souvent, les gens veulent aller de façon très drastique. On va se dire, tiens, je perds du poids. Alors, je veux perdre 20 kilos. Ben, on se dit, ben, je vais perdre 5 ou 10 kilos par mois, mais c'est trop. Alors que ça s'est fait vraiment continuellement. Puis même au niveau professionnel, on se dit qu'on veut par exemple avoir une promotion, on veut changer de statut ou peut-être ouvrir son entreprise. Mais il y a aussi une préparation pour ça. C'est pas juste se pointer devant son employeur et lui dire bang, donne-moi de l'argent. Alors ça se passe pas comme ça et puis ça marche pas souvent. Mais par contre, on peut répertorier, faire un bilan de nos réussites durant l'année, montrer ce qu'on apporte au niveau de l'entreprise et ensuite venir avec des chiffres, montrer vraiment finalement ce que notre travail apporte à l'entreprise et la plus-value pour l'employeur de nous garder et de nous augmenter. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut voir. Et puis aussi, le deuxième point, la deuxième astuce, c'est de choisir finalement les secteurs d'activité que vous voulez voir se développer durant 2018. Pourquoi? Parce que souvent, on veut aller un peu tous azimuts. En faire trop, finalement, c'est très décourageant. On a l'impression d'être devant une grosse montagne et puis on n'y arrive pas. C'est impossible, effectivement. Alors, on va se choisir 3 secteurs d'activité maximum. Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la famille, ça peut être la spiritualité, ça peut être tout ce qui est action communautaire, la santé. Donc, voyez un petit peu ce que vous voulez voir se développer ou s'améliorer durant votre année, ce qui vous tient vraiment à cœur. Puis, une fois que vous avez choisi votre secteur d'activité, alors je vous dirais que vous pouvez identifier un objectif SMART pour chaque secteur d'activité. Donc, un objectif par secteur d'activité. Alors, on avait déjà vu l'an dernier, c'était quoi un objectif SMART? C'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, orienté résultat et défini en temps. Alors, vous pourrez reprendre un petit peu les rubriques précédentes pour voir un peu comment le définir clairement et facilement, parce qu'il y avait des exemples. Mais c'est ça, avoir un objectif déjà SMART qui puisse être atteignable et pas irréalisable, orienté résultat. Et puis la troisième astuce que je voulais vous présenter, c'était d'augmenter votre concentration. Et la concentration, Muriel. Voilà, alors d'ailleurs on a parlé tout à l'heure de monsieur Teddy Riner qui aime mettre de la concentration parce que justement il en faut hein, par rapport à son activité. Alors c'est ça, c'est vraiment parfois les sportifs disent être dans la zone, mais être dans la zone c'est vraiment être dans le moment présent. Alors souvent en développement personnel on parle de moment présent, parfois moi ça m'énervait au départ parce que c'est très abstrait. Être dans le moment présent, ok, c'est quoi? Alors, je vous donne un exemple. C'est lorsque vous parlez à quelqu'un, ne soyez pas dans votre cellulaire, en même temps que la personne vous parle, vous regardez votre cellulaire, vous n'êtes pas présent. Donc, vous avez peut-être un 70% avec la personne et un 30% où vous êtes ailleurs. Donc, souvent, les gens vont dans le multitâche, sont pas dans l'activité et ne se focalisent pas sur le monotâche, surtout nous les femmes. Hein, je tiens à le préciser. Oui. Les femmes plus que chez les gens? Oui, les femmes plus que chez les hommes. Et d'ailleurs, on se glorifie de pouvoir faire du multitâche. Le problème, c'est que souvent, au niveau de nos objectifs, au niveau des choses à atteindre, on n'arrive pas à la fin de ce qu'on a à accomplir. Donc là, c'est aussi travailler vraiment sur sa qualité de présence en fonction de ce qu'on a à faire, que ce soit au niveau de l'activité ou que ce soit en fonction des personnes qui sont devant nous. Et quatrième astuce? Quatrième astuce, alors j'ai pris un exemple de l'auteur monsieur Steven Pressfield qui a écrit le livre Go Agissez. Alors il dit commencer avant d'être prêt. Alors c'est vrai que je vous parle souvent de planification, mais cette fois-ci là je vous demande de commencer avant d'être prêt. Pourquoi? Parce que souvent on se dit je vais planifier, puis on ajuste et puis finalement on fait rien, on passe pas à l'action. Tandis que lorsque vous passez à l'action et ensuite vous ajustez, ça permet d'avancer.
commencer. Notamment lorsqu'on est entrepreneur. Les entrepreneurs m'entendront aujourd'hui, c'est très très important de passer à l'action. Souvent on fignole, on se dit « Oh mais c'est pas assez bien, je vais mieux le fignoler, comme ça j'aurai plus de clients, on me verra mieux. » Et puis finalement on n'en voit rien et on n'a pas les clients qu'on souhaitait. Donc là également, faire attention. Et si malgré avec tous ces astuces que tu viens de développer, Muriel, on n'arrive pas à faire, comment faire pour planifier bien commencer cette année? Alors, je reviendrai un peu sur l'étude qui a été faite par le docteur Norcross, qui disait que finalement, nous aider en évitant la tentation, nous aider en ayant un système de récompense, se faire plaisir, donc mêler le plaisir à la planification, parce que souvent, lorsqu'on planifie, c'est un peu tristounet, on a l'impression que finalement on est obligé de faire quelque chose, et nous humains on déteste ça, être obligé de. Ah oui. Alors en mettant un système de récompense, que ce soit par exemple vous accorder peut-être une journée au spa ou une petite croisière lorsqu'on a fini de payer une dette, ce genre de choses. Ça peut nous donner envie vraiment d'avancer dans nos projets, dans nos résolutions et de passer une autre étape. Et puis bien sûr, si on veut aller plus loin, on peut venir me voir. Alors, téléphone 0590 47 30 19 et puis on peut nous retrouver bien sûr sur le www.zcl.tv et puis également sur le site de Carutera comme thérapie à la fin, voilà, .com. Merci Muriel pour cette rubrique, pour bien commencer l'année avec de bonnes résolutions, les astuces sont étudiées pour bien commencer, se fixer un objectif. Qui est ça, la suite et la fin? Oui, la suite et la fin. On continue avec une petite brève. On va parler des conséquences de la fermeture de la piscine de Rivière-des-Pères. Elles sont désastreuses pour le CNRBT. En effet, fermée depuis plus de 5 mois, la piscine de Rivière-des-Pères cause aujourd'hui de lourds préjudices au plus important club de la région du sud de Basse-Terre et probablement l'un des plus complets sur le plan des disciplines aquatiques du département. Le cercle des nageurs de la région de Basse-Terre a été contraint de se séparer de 4 de ses 8 salariés, 3 éducateurs sportifs et 1 secrétaire, 4 jeunes désormais sans emploi, soit 50% de ses effectifs d'encadrement permanent. C'est la première lourde conséquence de la fermeture depuis le 1er août 2017 de la piscine. Après le préjudice social vient s'ajouter le préjudice humain. La section apnée, natation, synchronisée, triathlon, aquabike, aquagym, adulte, pré-post-natal, bébé nageur, parents nageurs, natation bac et étudiants avec palme ont dû fermer. Seuls sont maintenus et encore jusqu'à quand les activités natation scolaire, école de natation, handinatation, natation et aquagym pour personnes fortes, obèses et en surpoids, ainsi que les personnes en déficient mentaux légers. Qui va payer la note, qui va payer les pots cassés. Pour l'heure, on ne sait toujours pas. La fermeture depuis trop longtemps de ces 3 infrastructures sportives majeures est à l'évidence le reflet d'une société bastérienne en très grosse difficulté. Et on continue, Jean, avec un dernier rappel des titres pour ceux qui ne nous rejoignent que maintenant. Nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui en prenant l'avion pour Paris. Nous avons parlé loi division, nous avons parlé d'une éventuelle proposition du député Serge Letchimy, une idée qui pourrait bien mettre fin au problème de l'indivision dans les Outre-mer. Et nous avons poursuivi avec la région Guadeloupe qui a mis au point une grande opération d'information sur le programme de développement rural de la Guadeloupe. À cette occasion, le cyberbus de la région a commencé à se déplacer et devrait donc se rendre dans 15 communes. Et nous avons fini le journal d'aujourd'hui avec une ambiance carnavalesque animée par le célèbre groupe Akio. À cet effet, Teddy Riner avait participé au déboulé du groupe dans lequel il fait maintenant partie. C'était hier soir et c'était à Pointe-à-Pitre. Et voilà, il est 13h55, c'est tout pour nous. Jean, des rendez-vous à rappeler? Des rendez-vous à rappeler demain. On sera à 12h30 pour un prochain numéro du ZCL et puis on en
reviendra avec l'actualité en espérant que Keïssa, que la rencontre demain entre la présidente de la CSBT et bien sûr la direction du club des nageurs de Basse-Terre va trouver une issue favorable, parce qu'on sait que faire du sport c'est important, et surtout pour ces jeunes dans le sud Basse-Terre. Keïssa, ainsi prend fin ce ZCL du jour. Oui, tout à fait. On souhaite à nouveau un bon appétit, bien que si vous mangez à 13h56, vous êtes comme nous-mêmes en retard. On remercie les équipes techniques qui ont réalisé de près comme de loin la réalisation technique, bien sûr, de ce numéro du ZCL. Bonjour, bonsoir chez vous. Bien le bonsoir chez vous.